Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et merci. Nous sommes ici à la Nouvelle-Orléans, précisément dans le musée Degas, où le peintre français a vécu quelques mois. Les marques d'intérêt, les démonstrations d'amitié du président américain ont été extrêmement nombreuses, mais les contentieux commerciaux le sont aussi. Sortez-vous de cette visite rassuré? Oui, je pense que c'est une visite qui a, à mes yeux, répondu aux attentes qui étaient les nôtres. D'abord, je dois dire que c'est un honneur qui est fait à la France, puisque c'est la première visite d'État sous l'administration du président Biden, et que la France déjà avait eu une visite d'État il y a 5 ans sous l'administration Trump. Et je pense que ça marque l'intérêt pour la France et à travers nous aussi pour l'Europe. Ensuite, je venais ici et je suis premier chef d'État européen, et gouvernement européen, à avoir en quelque sorte, permettez-moi cette expression un peu familière, mais mis les pieds dans le plat. C'est-à-dire, je suis venu en disant, on a beaucoup de choses stratégiques à voir ensemble, j'y reviendrai, mais il y a des règles nouvelles qui ont été prises en particulier pour développer l'industrie verte sur le sol américain, qui sont en train de nous faire beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises européennes, pas simplement françaises, ces dernières semaines, qui m'ont dit, avec ce que les Américains viennent de décider il y a 2 mois, eh bien, beaucoup des projets qu'on envisageait en Europe ne vont plus se faire. On parle d'un plan massif de subvention de 370 milliards $. C'est un plan massif. $. Alors, entendons-nous bien, l'Europe a fait un plan de subvention aussi en sortie de Covid. Mais aujourd'hui, le niveau de subvention que les Américains ont décidé est tellement élevé et surtout rapide que ça crée une vraie différence. Donc, la première chose, c'est que j'ai préféré dire les choses de manière très directe parce qu'il faut que l'Europe redevienne un élément important de la vie politique américaine et des décisions. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez garantir que pas une seule entreprise française ne délocalise sa production aux États-Unis? Alors oui, parce que ce n'est pas délocaliser la question, c'est qu'il y ait des projets qui auraient dû se faire en Europe qui se feraient aux États-Unis. Bon. Qu'est-ce qu'on demande? De pouvoir avoir des exemptions, comme d'autres d'ailleurs en ont, qui va permettre de rendre nos produits éligibles. La deuxième chose, c'est qu'on puisse regarder au cas par cas les subventions. Et ça, c'est un processus qui va avancer. Et l'idée, c'est de permettre aux États-Unis d'Amérique de faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire créer des emplois chez eux, c'est légitime. Mais nous, on veut faire la même chose chez nous. Ça fait 5 ans que je me bats pour recréer des emplois en France. Et on réussit. On a baissé notre chômage de plus de 2 points. On est en train de réindustrialiser le pays. On a mis fin à 12 ans de désindustrialisation. Et on a mis, avec France 2030, des investissements massifs dans tous ces domaines. On veut simplement qu'il n'y ait pas de déséquilibre, que la compétition soit juste. Vous comprenez donc oui. cette politique de l'Amérique d'abord et finalement ce protectionnisme débridé, est-ce qu'il faudrait s'en inspirer? Alors, c'est le dernier élément de réponse. D'abord, l'objectif pour moi, c'était le réveil. On l'a réussi. 2, c'était d'engager une discussion pour trouver des solutions. On est en cours. Et cette discussion a déjà commencé. Et c'est important parce que je veux protéger, pas simplement nos usines aujourd'hui, mais les usines de demain et celles qu'on va créer et développer les nouveaux projets. 3, il faut que nous, Européens, on soit plus efficaces. Et donc, il ne faut pas demander aux États-Unis d'Amérique de régler nos problèmes. On veut juste que la compétition soit juste. Mais nous, on doit aller plus vite. On a pris beaucoup de décisions en européen, mais on met beaucoup plus de temps à instruire les dossiers et à donner les aides. La deuxième chose, il faut qu'on réinvestisse davantage. Et donc, dans tous ces secteurs d'avenir, il faut pouvoir réinvestir encore plus massivement en européen. Et ça, c'est l'autre élément de réponse qui dépend de nous, ce qui veut dire qu'on doit faire beaucoup plus d'hydrogène dans notre pays. Des usines d'électrolyse, c'est-à-dire de production d'hydrogène. On doit aller encore plus vite sur la production de batteries, mais aussi des composants de batteries dans notre pays. On doit aller beaucoup plus vite sur ce qu'on a commencé à faire dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, dans les semi-conducteurs. Et donc dans tous ces secteurs qui sont ceux d'avenir, qui seront ceux de l'industrie de demain. Et ça, ce sont des messages que vous avez notamment passés Pas que des messages, ça a été une discussion très précise. Donc pour moi, ce voyage d'État est une réussite parce que nous avons installé ce sujet, parce que l'Europe et la France sont redevenus des éléments de préoccupation, parce qu'au fond, mon message a été de dire au président Biden, qui est un ami, et avec lequel nous avons noué une relation très forte et qui aime la France. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité et de force. Cela s'est senti d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai. Et je lui ai dit, vous avez pris un bon texte pour vous. Moi, je veux ce qui est bon pour les États-Unis d'Amérique. Mais aidez-moi à ce que ce texte ne soit pas mauvais pour nous, c'est légitime. Monsieur le Président, venons-en maintenant à la guerre en Ukraine. Oui. Aux portes de l'Europe. Vous avez dit que vous allez prochainement vous entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, le chancelier allemand Scholz
l'a eu ce vendredi au téléphone. Première question, étiez-vous au courant de ce coup de téléphone ? Et quand aurez-vous en ligne le président ? Nous nous coordonnons très étroitement et je pense que c'est très bien qu'on ait de manière régulière les uns et les autres des contacts. Bon. Nous avons d'abord, lors de cette visite d'État, eu une discussion extrêmement approfondie avec le président Biden sur la situation. Et je crois pouvoir dire que les États-Unis d'Amérique et la France partagent la même vision des choses. Continuer à aider l'Ukraine à résister, aider à toute force les Ukrainiens à résister face au bombardement de leurs infrastructures civiles. Et ce sera l'objet d'une conférence que la France tient et que je coprésiderai avec le président Zelensky le 13 décembre prochain. Et tout faire pour mettre la pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la table des négociations. Mais pas de la même manière. Joe Biden ne communique pas avec Vladimir Poutine, ce que vous faites. Quand ce coup de fil aura lieu ? Mais d'abord, ce qui est normal, c'est pour ça aussi que j'étais venu pour me coordonner. Et moi, il y a une chose que nous faisons depuis le début de ce conflit, entre autres, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'escalade sur le nucléaire civil. L'Ukraine est un pays qui a des centrales nucléaires. Et donc je reparlerai au président Poutine, après avoir eu le directeur général de l'agence, sur en particulier le sujet du nucléaire civil. Il faut des sujets très concrets et précis. Et donc, dans les prochaines semaines, il faudra aider l'Ukraine à résister et les Ukrainiens à tenir, continuer à aider militairement, éviter l'escalade et donc intervenir très précisément pour protéger les centrales et préparer le dialogue le jour où tout le monde reviendra autour de la table. Il y a une chose qui dépend des Ukrainiens, c'est la question des frontières. Il y a une chose que nous devons préparer, et c'est aussi de cela dont nous avons discuté avec le président Biden, c'est l'architecture de sécurité dans laquelle nous voulons vivre demain. La question des frontières, justement. C'est-à-dire un des points essentiels qui a d'ailleurs, dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Comment nous protégeons nos alliés et les États membres en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra autour de la table. Mais vous parliez des frontières, justement. Est-ce que vous jugez légitime que Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, veuille reprendre la Crimée aux Russes ? Ou est-ce que, finalement, l'Ukraine doit y renoncer pour que, justement, ces négociations de paix puissent reprendre ? Est-ce que vous pensez... Enfin, reprendre. Est-ce que vous pensez que quand nous, Françaises et Français, nous avons eu à vivre la prise de l'Alsace et de la Lorraine, on aurait aimé en pleine guerre qu'un dirigeant du reste du monde nous dise « vous devez faire ceci ou cela ». Ce qui se joue en Ukraine et ce que nous défendons, ce sont les principes de la Charte des Nations Unies, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et donc, je crois à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est au peuple ukrainien de disposer de lui-même et de décider à quelles conditions, comment, quand, pas à nous. Par contre, nous voulons très clairement indiquer, sans être partie prenante au conflit, qu'on ne l'accepte pas. Mais il y a une chose qui dépendra de nous, c'est la sécurité du reste de l'Europe. Peut-on faire encore plus, précisément sur la livraison d'armes ? Peut-on en livrer encore plus, sans nous rendre, nous-mêmes, la France, vulnérables ? Alors, je vais ici être très clair. Depuis le début du conflit, nous avons décidé justement de ce soutien militaire. Et il y a toujours eu deux lignes pour les délimiter de manière très simple à mes yeux. Jamais nous n'affaiblissons la capacité de nos armées à protéger le sol national, nos propres soldats et nos ressortissants. Jamais. Et la deuxième limite, c'est que jamais nous ne livrons d'armes qui puissent nous mettre dans situation d'être partie prenante au conflit. Et donc attaquer la Russie sur son sol. Nous avons, et nous continuons de faire le maximum, je dirais, entre ces deux lignes rouges. Et donc oui, nous allons livrer des armes supplémentaires. Comment on fait ? On fait produire plus vite et plus fort nos industriels. On arrive sur des commandes qui étaient en plus à jouer sur les délais et donc à livrer très vite ce dont on dispose. On va parfois récupérer ce qu'on avait vendu à d'autres États qui n'en ont pas besoin. On fait des programmes communs avec certains États. Puis la France a mis en place aussi une facilité pour que l'armée ukrainienne puisse venir acheter aussi des matériels disponibles chez nos industriels. Et puis nous avons œuvré pour utiliser des financements européens. Monsieur le Président, alors que vous étiez ici aux États-Unis, votre Première ministre s'est exprimée sur la réforme des retraites. Elle a réaffirmé votre souhait de faire passer l'âge légal à 65 ans. Est-ce que vous pourriez y renoncer pour laisser place à la négociation ? La négociation, c'est maintenant. Elle a commencé depuis la mi-septembre.
Cette négociation, elle a vocation à s'achever dans les prochaines semaines. Je parle de la négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mais des partenaires sociaux qui y sont tous opposés. Est-ce qu'on peut faire une réforme, cette réforme des retraites, sans notamment l'accord de la CFDT? Je l'espère et je le souhaite, mais il se trouve que nous vivons dans une démocratie. Dans une démocratie qui a une constitution. Votre serviteur a présenté ce projet en toute transparence pendant la campagne. Je l'ai détaillé, j'en ai donné les éléments. Et maintenant, il est porté à négociation. Donc j'invite chacun à l'enrichir, la modifier, essayer de bâtir un compromis. Ensuite, sur cette base-là, on verra les accords et les désaccords, sujet par sujet. Vous irez au bout. Mais il ne faut pas être bravache et dire j'irai au bout. Oui, nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent. Le comité de suivi des retraites l'a très bien montré. Les besoins de financement sont massifs et ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Et donc le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et il se trouve que quand on compare la France avec tous ses voisins, nous avons de la marge. Parce qu'on n'est pas le pays qui a l'âge légal ou la durée de cotisation la plus longue. C'est une réforme indispensable, mais il faut qu'elle soit tout à la fois efficace pour sauver le système par répartition, et il faut qu'elle soit juste. Le temps file, Monsieur le Président. Le scénario, rapidement, des coupures d'électricité devient de plus en plus réel avec l'hiver qui arrive. Les conséquences pourraient être gravissimes, les services de secours injoignables. On pensait que le redémarrage des centrales nucléaires permettrait de l'éviter. Est-ce que c'est finalement un échec du calendrier que vous exigiez d'EDF? Non. Et d'abord, je veux ici vraiment clarifier les choses. Pas de panique. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Bon. C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême, parce que les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. Bon. Et donc c'est la responsabilité du gouvernement, en lien avec tous les acteurs compétents, de préparer ces scénarios pour permettre que le pays ne soit pas en désordre complet. C'est des choses très pragmatiques, pas faire partir les trains si dans quelques heures après on doit couper l'électricité, des choses comme ça. Ce sont des scénarios, j'allais dire fictifs, oui, mais il faut les préparer pour que tout le monde soit là. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté aujourd'hui et beaucoup de force. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la Première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines. C'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles. Et ce n'est pas arrêter de produire, arrêter de travailler, non, c'est des choses raisonnables, elles ont été détaillées. Si on fait tous un peu attention, et à côté de ça, si EDF continue le travail, et j'ai pleine confiance dans l'ensemble des salariés d'EDF et son président-directeur général, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique. Monsieur le Président, ce n'est pas encore tout à fait la période des vœux, mais dans un monde où vous en parliez, où la guerre est revenue, où le moral des Français est en berne, clairement, à quand le retour de ce que vous appeliez les jours heureux? Est-ce qu'on peut attendre bientôt des bonnes nouvelles? Je sais que les jours sont durs. Je sais que pour certains, le coût de la vie pèse sur votre quotidien. Mais quand on regarde tout le reste de l'Europe, nous sommes parmi ceux, si ce n'est ceux qui s'en sortons le mieux. Nous en sortons le mieux. Et donc on va continuer de tenir. On va absorber ce choc. Et il faut maintenant relancer les choses. Relancer par les réformes qu'on doit continuer de mener sur le travail, sur l'éducation, la santé, la retraite, pour être plus forts. Et nous devons, nous Français et nous Européens, bâtir notre indépendance encore plus fortement. Et donc c'est cette politique d'investissement, d'industrialisation, d'innovation, de technologie. L'année 2023, indéniablement, sera marquée par un ralentissement de l'économie mondiale. On le voit déjà poindre. Plusieurs de nos voisins entrent en récession. Pas la France. Il nous faut tout de suite, d'abord nous, continuer le travail et nous préparer à une reprise qui, je le pense, devrait arriver dans l'année 2024. En tout cas, une reprise plus forte, une dynamique plus forte. Donc nous avons tout pour sortir plus fort, plus grand de ce moment un peu difficile de notre histoire. Et nous avons peut-être plus que beaucoup de nos voisins. Donc nous allons y arriver. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.